que nos travaux démarrent avec, vous l'avez compris, l'innovation au cœur des débats. Et pour planter ce décor-là, André Thor, économiste et président du centre INRAE de Corse, va nous rejoindre à présent, l'Institut national de la recherche en agronomie, pour définir peut-être cette notion. On va essayer, oui, on va essayer en tout cas. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais m'asseoir, après je vais me mettre au centre, mais d'abord je voulais remercier les organisatrices et les organisateurs de cette journée. Évidemment, c'est une journée qui nous tient à INRAE particulièrement à cœur parce qu'elle porte sur nos problématiques de recherche, l'agriculture et l'agroalimentaire, mais en plus, elle a cette caractéristique d'être organisée par l'université. Et c'est extrêmement important pour nous parce qu'on a le désir de marcher, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, main dans la main avec l'université sur ces questions-là, bien sûr, et on témoigne déjà un certain nombre d'initiatives qu'on a ensemble. On a parlé tout à l'heure du projet UNIT dans le cadre du PIA, mais également de la future accréditation, enfin le futur parcours d'ingénieurs agronome qui nous ravit évidemment pour la Corse. Et puis je voulais également remercier l'ODARC et l'ADEC pour le fait d'avoir organisé ce type de journée. Alors ça c'est un propos en tant que président du centre INRAE de Corse, et je voulais également saluer mon prédécesseur François Casabian qui est là, parce que c'est pas seulement qu'on travaille en harmonie, mais il y a également une continuité qu'il faut signaler, qui me semble quelque chose d'important. Alors maintenant, je vais prendre une autre casquette, si je puis dire, c'est que je suis également un chercheur, je suis un économiste, et en fait, les organisatrices de la journée m'ont demandé de dire quelques mots sur la question de l'innovation. Alors, innovation, de quoi parle-t-on? C'est le titre qui m'a été donné, bon, je l'ai gardé, et évidemment, c'est quand même un petit tour de force d'arriver à dire de quoi on parle de l'innovation sur 25 minutes, et donc j'ai essayé de résumer un peu ma pensée, ou la pensée d'INRAE, je dirais, sur ces questions-là, en mêlant à la fois ce qui est innovation générale, et puis un peu plus, évidemment, sur les dimensions agricoles, agroalimentaires. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce terme d'innovation, pour beaucoup de personnes dans la salle, et en particulier pour les étudiants, il apparaît comme une espèce d'évidence. On a l'impression on a toujours parlé d'innovation, et que c'est un terme qui est tout à fait dans le discours. En réalité, c'est beaucoup plus récent que ça. Moi, quand j'étais étudiant en économie, on m'a jamais parlé d'innovation. Le terme n'a jamais été prononcé quand je faisais mes études à la fac. Et en fait, quand on parlait de quelque chose de nouveau, on parlait de progrès économique, de progrès technique. Donc il y avait des termes de cette nature-là. Le terme d'innovation, c'était pas un terme scientifique. Il était des fois employé dans un langage vulgaire, mais il n'y avait pas du tout de réflexion sur ces questions-là. Et quand on parlait de croissance, on parlait travail, capital, éventuellement culture, mais finalement, pas vraiment d'innovation. Donc ça pose vraiment cette question. Aujourd'hui, de quoi on parle quand on traite de l'innovation? Alors d'abord, il y a une conception traditionnelle de l'innovation, une conception traditionnelle qui est, pour la résumer très vite, c'est innovation technologique et un petit peu organisationnelle aussi. Donc cette innovation, elle est référée avec les travaux d'un chercheur qui était surtout un économiste, enfin pas seulement, et qui était Joseph Schumpeter, donc autrichien et émigré aux États-Unis à la fin, dans la deuxième partie du XXe siècle. Et lui, il a défini dès sa thèse, au début des années 20, début des années 10-20, il y a un siècle, ce qu'était l'innovation. À l'époque, il n'a pas été tellement entendu, pas tellement suivi, mais déjà, si on regarde tout ce qu'il disait, il avait déjà défini tout ce qu'était l'innovation, mais c'était un peu trop en avance, ça ne pouvait pas être entendu. Et finalement, ça a été repris à partir des années 80, 90 par toute une série de chercheurs en économie et ailleurs, et qui ont commencé à dire, voilà, il faut s'intéresser à l'innovation. C'est l'innovation qui est au cœur
c'est le discours qu'on entend partout maintenant, hein. C'est l'innovation qui est au cœur des processus de développement, la croissance, le développement. Si on veut aller vers l'avenir, il faut se fonder sur l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par innovation? D'abord, la première idée, c'est innovation. C'était en tout cas l'innovation technologique, hein. C'est-à-dire, vous voyez, une innovation, c'est pas comme une invention, hein. Une invention, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais il faut que ce soit validé. Il faut que ce soit validé par le marché en particulier, hein, pour avoir la plus belle idée du monde. Mais si elle n'est pas achetée, ça devient pas une innovation. Et si elle n'est pas mise en production. Donc, une innovation technologique, on en a connu plein, évidemment, depuis la révolution industrielle. Là, j'ai mis la photo d'une locomotive, parce que c'est quelque chose, ça a été une grande innovation que la locomotive, et qui a, en fait, ça a combiné, j'y reviendrai, différents types d'innovations. Alors, il y a des grosses innovations, des petites innovations, des innovations majeures, d'autres qui viennent les aider autour. Et puis également, il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a également l'innovation organisationnelle, hein. Par exemple, le Fordisme, c'est-à-dire comment on fait pour produire des voitures à grande échelle, comment on fait pour organiser tout ça, y compris organiser le travail. Toutes ces questions-là se posent, donc je ne vais pas les aborder. Et puis il y a des mots-clés quand on pense à l'innovation, la recherche et développement. Comment on fait pour aller de la recherche vers une innovation? Il faut développer une innovation. Et puis il y a également les brevets. Comment on protège une innovation? Ou alors dans notre domaine plus agricole, les certificats d'obtention végétale, c'est-à-dire comment on fait pour protéger une innovation sur à la fois un produit industriel ou un produit agricole, parce que si on le protège pas, il n'y a aucune incitation à innover. Vous innovez et immédiatement, c'est approprié par tout le monde, donc vous ne pouvez pas en retirer une certaine somme. Vous ne pouvez pas retirer une valeur de votre travail. Donc, il faut être, éventué, évidemment. Il faut avoir des retours. Alors, les conceptions traditionnelles de l'innovation, première conception, c'est le modèle linéaire. Donc, c'est vraiment l'idée de base. On fait de la recherche, on développe, on produit, on commercialise. Puis après, on se dit, non, mais ça peut se diffuser. Il y a des innovations qui se diffusent d'un secteur à l'autre. Par exemple, l'ABS, ça a été inventé pour les avions, puis maintenant, c'est allé dans le secteur automobile. Donc voilà une innovation qui a diffusé dans d'autres secteurs. Puis après, on a commencé à complexifier. On s'est aperçu que les innovations arrivaient en grappe ou en groupe. Par exemple, si on revient à la locomotive dont je vous parlais tout à l'heure, locomotive, elle a été inventée avec la machine à vapeur dès les années 1820-1830, mais il a fallu presque 40 ans pour faire des locomotives. Pourquoi? Parce que on n'avait pas les embrayages, on n'avait pas encore inventé, on n'avait pas fait un acier suffisamment puissant pour supporter le poids des locomotives, les rails s'effondraient. Donc il a fallu faire plein d'innovations autour de ça pour arriver à avoir la locomotive, et c'est un peu toujours comme ça. Ça se passe toujours un petit peu comme ça, c'est-à-dire que l'innovation, finalement, elle apparaît dans des endroits, et puis il y a des grappes, et il y a toute une série. C'est pas seulement l'innovation, c'est pas un inventeur génial. C'est pas le concours Lépine, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui invente un truc absolument génial, puis après ça devient une innovation et on lance une fusée dans l'espace. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et il y a des questions évidemment d'information, il y a des questions de connaissances, il y a évidemment des problématiques de recherche dans les laboratoires, dans les universités, mais encore faut-il arriver à les mettre en musique avec ce qui se passe au niveau de l'innovation technologique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette innovation technologique, malgré tout, elle est quand même relativement rare, hein. Elle est quand même relativement rare dans nos sociétés, et elle a tendance à se diffuser fortement. Par exemple, on a tous, probablement ici dans la salle, un smartphone dans nos poches. Et ça, c'est vraiment été une très grande innovation qui a été faite il y a une trentaine d'années à peu près. Depuis, on n'a connu que des améliorations vraiment extrêmement mineures, hein. Par exemple, combien de caméras on met sur un smartphone, des choses comme ça. Mais des choses très limitées, mais une innovation très forte. Et autour, elle a entraîné toute une nuée de petites innovations qui se sont mises en place. Et ces innovations technologiques, elles n'apparaissent qu'en un très petit nombre d'endroits dans le monde. Si vous regardez les pays qui innovent aujourd'hui, enfin qui font des innovations technologiques, il y en a très peu, hein. Les États-Unis, la Chine, une partie de l'Europe, Israël, puis après c'est à peu près terminé comme ça. Et puis ces innovations technologiques, elles se diffusent dans le monde entier. On a tous des smartphones ici, mais il n'y a pas eu de smartphone
Noustral, ça n'existe pas. Hein. Donc voilà, pour ces innovations technologiques, elles ont une dimension locale qui est extrêmement forte. Et donc il y a eu pas mal de recherches qui sont posées cette question. Évidemment, il y avait la question de la Silicon Valley, je vais en reparler dans un instant. Alors c'est là-bas qu'émergent plein d'innovations technologiques dans le monde entier, Elon Musk ou des gens comme ça. Et puis on s'est aperçu que c'est pas que ça, que l'innovation ne se réduit pas à des endroits comme la Silicon Valley, mais il y a des endroits qui sont très innovants. Alors ça va être l'analyse des clusters, des districts, et puis on s'est aperçu que la dimension locale est très importante. Si je reprends la phrase de Marianne Feldman, c'est une géographe américaine, qui disait « Les connaissances traversent plus facilement les rues et les corridors que les continents et les océans. » C'est-à-dire c'est plus facile de travailler ensemble, bien sûr, c'est plus facile de faire passer des idées, des connaissances, quand on est dans le même bâtiment, dans la même ville, que quand on est au debout de la planète, même si on a des très bons Internet, très bons smartphones, etc., et très bons ordinateurs. Donc ça, c'est une vraie dimension, et qui apparaît à partir des années 2000. On commence à se dire, mais oui, c'est une dimension locale, elle est très très forte, elle est tellement forte que on va avoir ce qu'on appelle les analyses des clusters, des systèmes localisés de production. On va se dire, bon, finalement, l'innovation, elle apparaît dans des endroits technologiques, hein, toujours, elle apparaît dans des endroits dans le monde, et ces endroits, ils sont finalement très très rares. C'est des endroits où il y a des regroupements de firmes, où il y a des regroupements de labos, et ils vont travailler ensemble, ils vont être extrêmement innovants, et il nous en faut. Il nous en faut, nous aussi, dans notre pays. Hein. Et donc, par exemple, il y a eu beaucoup de pays qui ont lancé des politiques là-dessus. Mais, par exemple, en France, il y a eu de nombreuses politiques qui ont été lancées. Et là, je me suis juste amusé à vous mettre ces différentes politiques. Les pôles de compétitivité, ça existe toujours aujourd'hui. Nous, en Corse, on est rattaché à un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Énergie. Hein. Des grappes d'entreprise. C'était censé réunir les entreprises innovantes, mais de taille moyenne, et même des pôles d'excellence rurale. Donc on disait, il va se passer des choses dans le rural, et on va innover. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais le fait est que on se retrouve avec des politiques de cluster qui sont très présentes en France, aujourd'hui avec les pôles de compétitivité encore, et présentes dans le monde, parce que l'OCDE et la Banque mondiale en ont fait un de leurs éléments majeurs, en disant le développement hein, doit se fonder sur la mise en œuvre d'innovations locales dans des clusters localisés. Alors après, on pourrait longtemps regarder si ça a marché ou pas, mais c'est pas mon objet aujourd'hui, parce que mon objet aujourd'hui, il est plutôt du côté de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors, quel est le versant de tout ça, de cette innovation technologique au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire? Alors d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à beaucoup d'idées reçues, le secteur agricole est un secteur qui est extrêmement innovant au niveau technologique. Tellement innovant qu'il reste presque plus d'exploitation agricole, il reste presque plus d'agriculteurs dans les pays industrialisés, dans les grands. Pourquoi ? Parce que ça a été tellement innovant qu'on a réussi à les remplacer par des machines, par des produits phytosanitaires, etc. Donc accroissement d'un rendement très très important dans l'ensemble des pays du monde, en particulier dans les pays les plus développés, je dirais, des gains de productivité, une agriculture mécanisée, donc des machines, et évidemment toute une série d'intrants. Vous voyez ici, j'ai mis herbicides, insecticides, fongicides, c'est tous des produits qui ont permis finalement de se passer des hommes et des femmes. Et donc finalement, avec cette idée, il faut nourrir la planète, on doit y aller à fond et avoir une très très forte croissance de l'agriculture. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui a marqué l'agriculture au XXe siècle et qui continue à la marquer aujourd'hui, c'est-à-dire une activité extrêmement innovante dans de nombreux pays du monde. Et si vous regardez, alors c'est pas hyper clair ici, mais si vous regardez les thématiques, je vais peut-être prendre même, vous voyez, regardez ici en rouge, les thématiques qui continuent à se développer ces dernières années, quand on regarde des occurrences de mots qui apparaissent sur Internet par rapport à des thématiques majoritaires, eh bien on voit que l'agriculture numérique
apparaît de manière extrêmement puissante. Alors, il y en a d'autres aussi. Il y a également la transition vers une production agroalimentaire durable. J'y reviendrai. Et on va voir que c'est les deux dimensions qui sont importantes, hein, et qui vont marquer ce qu'est aujourd'hui l'agriculture. Mais vous voyez, toujours aujourd'hui, et il y aura des interventions aujourd'hui sur l'agriculture numérique et autres, eh bien, ça reste, c'est quelque chose de très, très, très important. Et je vais dire juste 2 mots de cette numérisation de l'agriculture. Vous voyez, j'ai mis des petits smartphones un peu partout, des petits drones, des satellites, parce que on a cette idée cette idée qui est très très puissante et qui est très portée, par exemple, au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, hein, qui est de dire il faut numériser l'agriculture et elle est déjà très fortement numérisée en réalité, hein, elle l'est très fortement, et on va aller plus loin en faisant des outils agricoles de précision, des logiciels, des plateformes, des clouds, de l'imagerie satellite, des drones, des capteurs, de l'intelligence artificielle, j'en passe et des meilleurs. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à aider les grandes exploitations, à la fois ça peut aller du fait de tracer un sillon de labour qui soit droit. Et on va le faire ça, le tracteur est relié à un satellite qui va dire où il faut labourer, hein, ça se fait, c'est très courant aujourd'hui, mais c'est également l'organisation dans une exploitation agricole, tel type de parcelle, à tel moment de l'année, etc. Et on a des exploitants agricoles qui reçoivent tous les matins sur leur smartphone des indications pour leur dire aujourd'hui il faut aller faire telle et telle chose sur telle parcelle parce que voilà, tout est numérisé dans un cloud général qui permet de les aider. Alors, moi, ça fait un peu peur, hein, d'entendre tout ça, et c'est vrai qu'en Corse, on n'en est pas là. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas innovant? Eh bien, pas du tout, hein. Je vous rassure, et vous en doutez bien, parce qu'il y a d'autres formes d'innovation. Jusqu'à présent, j'ai parlé de l'innovation technologique, mais il y a d'autres types d'innovation. Et quand on va vers l'innovation, quand on se réduit à l'innovation technologique, on se réduit qu'à une toute petite partie de l'innovation. Alors une partie extrêmement puissante, puisque c'est un moteur très très fort, hein. Je parlais des smartphones, des ordinateurs, des voitures électriques, on voit bien que c'est un moteur très très fort de nos économies. Également en agriculture, tout ce qui nous a permis d'avoir cette profusion de biens alimentaires et de nous nourrir tous et toutes quelque part. Mais il y a d'autres types d'innovations, et ces autres types d'innovations sont liés au fait qu'il faut élargir le champ de compréhension de l'innovation. L'innovation, c'est pas seulement les fusées et les voitures et les smartphones, mais c'est tout ce qui est nouveau, pour dire vite, hein. Et il faut le lier à la nouveauté. Donc là, j'ai repris une phrase de Schumpeter, il disait déjà ça, hein, mais ça, c'est pas le plus important. Mais on a trop souvent accolé le terme d'innovation à des termes comme l'innovation majeure, de rupture, le high-tech, etc. Mais il y a également des innovations plus petites, mineures, modestes, incrémentales. Il y a d'autres types de nouveautés. Et ces types de nouveautés, finalement, ils apparaissent pas seulement au niveau de l'innovation technologique, pas seulement au niveau de l'innovation organisationnelle, mais également au niveau d'une innovation plus quotidienne, plus banale, qui existe dans tous les territoires, dans tous les pays, dans toutes les régions, dans les zones urbaines, dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, et qui sont des innovations sociales et qui sont des innovations institutionnelles. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus maintenant, quand on s'intéresse à la dimension territoriale, comme c'est le cas aujourd'hui de cette magnifique journée organisée par la Chaire, hein, eh bien, la dimension territoriale, elle est au cœur, hein, et quand on réfléchit dans les territoires, on s'aperçoit bien qu'il y a des choses qui changent. Les choses qui changent, ce ne sont pas seulement de nouvelles voitures ou de nouveaux smartphones. Il y a plein de choses qui changent. Il y a plein de nouveautés. Alors évidemment, ça va être un peu plus fouillis ce que je vais dire maintenant, parce que quand on parle d'innovation territoriale, il y a plein de choses qu'on traite à la fois, et c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à définir. Mais et j'en donne un exemple avec ce petit graphique qui est un graphique de la Caisse des dépôts et consignations qui date déjà d'il y a quelques années. Alors il a un peu vieilli parce qu'on pourrait rajouter
malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on ait moins, mais il y en a plus aujourd'hui. Et en fait, vous voyez les circuits courts, l'économie collaborative, l'économie sociale et solidaire, l'économie de fonctionnalité, l'écologie industrielle et territoriale. Alors plein de mots. Je pourrais en rajouter d'autres, et je vais en rajouter au fur et à mesure de mon exposé. Je me rapproche un peu de la fin maintenant. Mais en fait, il faut se dire que il y a un intérêt à une conception élargie de l'innovation. Il y a de nombreuses expériences innovantes, en particulier dans les territoires, et comme je disais à l'instant, dans des territoires de différentes natures, c'est-à-dire pas seulement des territoires urbains, mais également des zones rurales, dans des zones périurbaines. Alors ça va toucher par exemple une partie de l'économie sociale et solidaire, la démocratie participative, ça va toucher tout ce qui est les coopératives, en particulier les coopératives sociales et solidaires, la mutualisation des soins, des crèches solidaires, des épiceries solidaires, des banques alimentaires qui se développent, on en a plusieurs en Corse maintenant. Également, par exemple, tout ce qui est les monnaies locales, et qui connaissent un développement extrêmement fort, qui sont une innovation très forte. Alors, vous voyez bien que c'est pas une innovation technologique, les monnaies locales, par exemple. C'est bien une innovation qui est de type social ou institutionnel, qui a une utilité, mais qui n'est pas fondée sur un saut technologique majeur. Par contre, un saut social et institutionnel majeur. Donc, il y a des nouveautés de tout type qui apparaissent. Et également, maintenant, pour en revenir et pour aller plus près de la dimension territoriale, ce sont également des nouveaux lieux de mutualisation dans les territoires, les fameux tiers-lieux. Donc, ces tiers-lieux, qu'est-ce que c'est? Alors, on a à peine à les définir, parce que c'est plein de choses. Donc, j'ai ici donné la définition générique, comme j'ai dit. Je vais la répéter, mais vous allez voir que, bon, elle est un peu large. Donc, espace de rencontre, d'activité, hybride entre domicile et lieu de travail, communauté d'acteurs réunis dans un lieu aménagé, urbain ou rural, offrant la possibilité aux participants de créer des relations et du lien. Vous voyez que, on voit bien qu'il se passe des choses, mais que c'est un petit peu difficile à saisir exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup de nouveautés et l'État, les pouvoirs publics courent derrière cette nouveauté. Depuis 2018, vous voyez qu'on est là au 4e plan. On a eu un plan sur les espaces de travail partagés, puis après une mission coworking qui a défini des mesures, et puis un plan de relance en faveur des manufactures de proximité, et puis depuis septembre, on a maintenant le plan sur la fabrique de territoire. Chaque fois, il y a des mesures et chaque fois, il y a de l'argent derrière pour aider à favoriser et à créer ces innovations sociales et institutionnelles au niveau local. Et donc, ça va prendre les formes, des formes les plus diverses. Par exemple, les Fab Labs. Donc, on a un Fab Lab à Corté, qui est un lieu de partage. Alors, je vais chaque fois reprendre des définitions. Les Living Labs. J'ai pris un Living Lab d'INRAE ici, qui est Occitanum, donc qui est un Living Lab autour de l'agroécologie numérique, des laboratoires d'idées. Est-ce que c'est différent des Living Labs ou la même chose? Bon, il faut voir que Fab Lab ou Living Lab, ils sont labellisés. Il y a des labels et il faut adhérer. Après, ça peut être les levées de financement communs. Donc, on a toute une série d'innovations. Alors, je pourrais y passer toute la journée à en détailler, à faire des listes. Je vais m'arrêter là. Mais vous voyez que il y a une profusion d'initiatives et une profusion d'innovations qui, des fois, ont un certain contenu technologique. Ça va être le cas dans les Fab Labs, par exemple, mais qui, des fois, sont purement des innovations sociales et institutionnelles ou organisationnelles. Alors, du coup, quel est le rebond, je dirais, de tout ça en agriculture, en agroalimentaire? Je dirais qu'on n'a pas attendu obligatoirement les Fab Labs pour se mettre à travailler sur ces questions. François est là, à Corté, ça fait quand même longtemps qu'il y a eu des choses qui ont été étudiées par rapport à ça, et il y a toute une série d'initiatives qui existent depuis longtemps dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire, et qui ne sont pas obligatoires, alors qui peuvent avoir un contenu technologique bien sûr, mais qui ne sont pas obligatoirement technologiques, les AOC, les AOP, les IGP. Donc ici j'ai mis le vin, ici j'ai mis les clémentines. Là, il y a Jean-Paul Mancel qui est pour les agrumiculteurs ici. Le vin, la clémentine, ça a été des grands succès économiques, je dirais économiques, c'est-à-dire en volume de production pour la Corse. Les AOC broach, les AOC fromagères, les AOC charcuterie,
Ça a également été des grands succès, parce que ça a permis de solidariser des acteurs locaux, de les faire travailler ensemble, de définir les caractéristiques des produits, de définir des éléments de qualité ou de qualification des produits. Ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Ce sont des innovations. J'ai mis réinventer la tradition, mais réglementer également la tradition. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, bon, on va donner une définition, mais on va border, on va donner des caractéristiques. Ce sont des innovations extrêmement puissantes, hein, au niveau social, au niveau organisationnel, au niveau institutionnel, bien sûr, parce qu'elles sont réglementées, et des fois avec une dimension technologique. Alors après, il y a d'autres types d'innovations en agriculture, en agroalimentaire, qui vont prendre des formes un peu moins institutionnalisées quand même, hein. Donc ici, j'ai pris les circuits courts, bien sûr, hein, parce que le circuit court, c'est quand même une dimension qui est que tout le monde connaît. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit court? Ben, c'est un circuit qui n'a pas d'intermédiaire ou qui a très peu d'intermédiaires. Et si possible, c'est un circuit court de proximité, c'est-à-dire on va pas faire circuler les produits tout autour de la planète, mais on va essayer de consommer local. Alors maintenant, on parle de circuit du milieu également, puisque c'est les Québécois qui ont inventé ça, c'est-à-dire quelque chose qui est intermédiaire entre la grande distribution et le circuit court. Ça, c'est de l'innovation, bien sûr. Hein. Vous voyez que c'est une innovation sociale, c'est une innovation institutionnelle. Et puis, après, j'ai également mis les projets alimentaires territoriaux. Hein. Ici, j'ai mis une photo du PAT de la Marane, mais j'aurais pu parler de celui du Grand Ajaccio également. Hein. Donc, cette idée, c'est de fédérer des acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, avec une prise en compte des dimensions sociales, des dimensions environnementales, des dimensions économiques, éventuellement des dimensions de santé du territoire. Et on voit que ça a une importance, ça favorise la cohésion dans les territoires. Et puis, dernier exemple, qui me tient particulièrement à cœur, hein, c'est celui de l'économie, ce qu'on appelle l'économie circulaire, parfois la bioéconomie. Hein. Je sais qu'il y aura des interventions, en particulier je crois que Jérémy va intervenir là-dessus aujourd'hui, hein, Jérémy Santigne, mais finalement, quelle est l'idée? Eh bien, avec cette économie circulaire, il y a la volonté de réduire le gaspillage des ressources, de réduire l'impact environnemental et finalement d'allonger la durée de vie des produits et de recycler une partie des productions pour les remettre dans la production locale. Ça, c'est extrêmement important, cette économie circulaire. Elle me tient particulièrement à cœur parce que moi, je viens de l'économie industrielle et donc c'est une vision qui permet de faire que, à ce moment-là, on a une économie relativement productive, je dirais, mais qui a davantage respecté les ressources naturelles locale et qui également permet d'être moins polluante. Alors par exemple en agriculture, un exemple de la méthanisation, alors qu'il y a ses bons et ses mauvais côtés. Méthanisation, c'est simplement le fait de récupérer les productions agricoles et de les remettre dans ce qu'on appelle un méthaniseur, c'est-à-dire de les transformer en deux choses. Une partie, c'est de l'énergie. Avec cette énergie, on va faire des réseaux de chauffage ou alors on va les mettre dans le carburant pour faire du biocarburant dans les automobiles ou les camions, par exemple. Et puis une autre partie qui va être de ce qu'on appelle du digestat, c'est-à-dire des productions qui vont permettre un épandage sur les terres agricoles et donc un enrichissement des terres. Donc au total, on se retrouve avec, vous voyez ici aussi, en agriculture, en agroalimentaire, des productions et des innovations qui ne sont pas que des innovations technologiques. Alors j'aurais pu en parler de plein de choses, hein, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus large. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, et ça sera ma dernière diapo, hein, comment est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on doit aller, c'est une des questions qui sera certainement adressée pendant la journée, est-ce qu'on doit aller vers l'agroécologie? J'ai mis une petite photo de chèvre parce que moi aussi j'ai travaillé à Corté, au laboratoire LRDE. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur le pastoralisme et qui ont permis une compréhension qui était très pionnière des recherches sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, hein, de manière très large, et dans lesquelles, finalement, en Corse, on a été très pionnier en matière de recherche, et ça a été repris par beaucoup de chercheuses et de chercheurs en France et dans le monde, hein, cette dimension-là. Ce que c'est que l'agroécologie? Une définition très simple et banale, hein, c'est l'idée de système de production agricole qui s'appuie
sur les écosystèmes, c'est-à-dire qui ne s'opposent pas aux écosystèmes mais qui s'appuient. Par exemple, c'est-à-dire on ne va pas essayer d'arracher toutes les haies, mais on va plutôt essayer de s'appuyer sur le fait qu'il y a un système de haies. On ne va pas essayer de mettre toutes les chèvres et les brebis dans des étables, mais on va essayer de regarder comment on peut avoir des parcours qui permettent de continuer à fonctionner et les avantages que ça procure pour les paysages, pour la nature, par rapport au feu ou à des choses comme ça. Donc voilà, cette agroécologie, elle est censée avoir plein d'avantages, hein, réduire l'érosion, augmenter la fertilité, accroître la biodiversité, la ressource en eau, la diversité génétique, l'autonomie du troupeau, les coproduits, s'adapter au changement climatique. Bon, on est d'accord que si on arrive à un de ces éléments, ce sera déjà pas mal. Mais voilà, c'était pour ouvrir un petit peu le débat et pour vous dire cette dimension qui est la dimension de l'innovation de l'innovation sous ses différentes formes. Et donc, pour en conclure, et pour remercier à nouveau aux organisateurs d'avoir donné l'occasion de dire ces quelques mots et finalement de mettre en garde, pour terminer, contre l'idée qu'on serait, dans l'agriculture agroalimentaire, dans un secteur qui n'est pas innovant et qui est passéiste. Je dirais que des fois, il a été un peu trop innovant, malheureusement. Voilà, je vous laisse à votre réflexion, puis je vous souhaite des très bons débats que j'aurai avec vous. Merci beaucoup. Merci André Thor.